Bonjour a tous, bem-vindos, bem-vindos, gente, bem-vindos, bienvenue à tous. Tem uma bolinha embaixo da tela, hein, il y a un petit globe en bas de votre écran que vous pouvez actionner et choisir la langue qui vous convient. Você pode ir lá nessa bolinha, se chama interpretação, eu acho, hein, e tem uma possibilidade de escolher a língua que você vai querer. Voilà, on attend un petit peu, vamos esperar um pouquinho, tem pessoas chegando ainda. Hein? Benoît, tu peux expliquer en français le globe Voilà. d'interprétation, tu as dit qu'en portugais. Ouais, voilà, alors, alors vous pouvez cliquer, hein, il y a un petit globe en bas de votre écran, je crois que ça doit s'appeler interprétation. Vous pouvez cliquer sur ce petit globe et puis vous choisirez la langue que vous voudrez, français ou portugais. Voilà, bienvenue à tous. Vamos começar, hein, on va commencer. Voilà, donc je m'appelle Benoît Le Bouteiller. Je suis ravi de retrouver des personnes que nous connaissons ici et très heureux de recevoir des personnes que nous ne connaissons pas. Et il y a des personnes, je sais, qui vont assister à notre rencontre, des personnes malvoyantes, aveugles. Et donc, je vais me présenter. Hein. Donc, je suis un homme. J'ai la peau de couleur blanche. J'ai des cheveux courts, une barbe courte. J'ai une chemise à fleurs. Et puis, je suis dans un espace extérieur. On voit le toit au-dessus de moi. Et puis, derrière, un mur orange, ocre. Et puis, une porte et une fenêtre en bois. Voilà. Je suis psychanalyste. Je vis au Brésil. Et je suis directeur de l'IIP, l'Institut international de psychanalyse. Et je dois dire que je suis aujourd'hui particulièrement heureux et fier de diriger l'Institut international de psychanalyse, puisque notre institut organise le lancement d'un livre merveilleux qu'a écrit Ana Maria Fernandez. Je vais lui passer dans un tout petit instant la parole. Mais avant ça, juste un mot pour vous parler de l'IIP. L'IIP, avant tout, c'est une équipe composée de salariés. Alors, je ne sais plus bien, j'ai perdu la comptabilité, mais on est à plus de 30 personnes hein, qui bossent, qui travaillent dans l'Institut. Donc, des salariés, des professeurs, des chercheurs, des traducteurs. Voilà. Alors, on en a deux avec nous que je remercie très vivement. Notre très cher Philippe et puis Anthony qui nous a rejoint depuis très peu. Je suis ravi qu'aujourd'hui ces deux traducteurs soient avec nous, deux traducteurs de grande qualité. Et puis des personnes aussi, des interprètes de langue des signes. Voilà, donc c'est le cas de deux personnes aujourd'hui qui vont assurer la traduction. Nous avons également Marcelo. Bonjour Marcelo. Alors, Marcelo, il est interprète également, interprète des langues des signes. Il est bilingue, hein, portugais, langue des signes. Marcelo, tu es psychanalyste. Tu viens de finir une thèse de doctorat, une thèse magnifique sur cette question hein, de la langue des signes et de la psychanalyse. Et Marcel, en plus d'être interprète ici dans l'IIP, tu as également depuis peu une fonction qui est extrêmement importante, qui nous tient très à cœur, hein, puisque tu es responsable de l'accessibilité. Voilà, donc comment réfléchir et mettre en place des politiques pour favoriser l'accessibilité
de personnes malvoyantes, de personnes sourdes. Et puis à l'avenir également, c'est tout un chantier qu'on va devoir mettre en place aussi, favoriser l'accessibilité pour des personnes autistes, etc. Alors, je dois m'excuser auprès des gens qui pourraient être concernés parce que on est encore très très nul sur ces questions-là. On a beaucoup encore à faire. Mais c'est promis, il y a cette intention-là et c'est plus qu'une intention, c'est vraiment tout un travail qui est en train de se mettre en place pour aller dans ce sens-là. Marcelo, je te remercie beaucoup d'être là. Tu peux te présenter rapidement et puis peut-être présenter aussi tes collègues interprètes aujourd'hui qui vont nous accompagner. Obrigado, Benoît. Bon dia. Merci Benoît, bonjour à tous, à toutes. Je suis Marcel, je suis un homme blanc, la pommade, pardon, avec une barbe brune, des lunettes, un polo. Je suis actuellement dans mon bureau. Derrière moi, il y a un canapé, il y a une petite étagère en bois et un ordinateur. Je remercie Benoît pour sa présentation, pour son introduction. Je voudrais exprimer le privilège que je ressens, le plaisir que j'ai à participer à cette équipe, participer à cet institut qui est en train qui est une entité de plus en plus sensible liée à la transmission de la psychanalyse dans ses récits les plus divers. Et c'est pour cela que nous réfléchissons à ce thème de l'accessibilité, de l'inclusion des différents regards, des différents discours et de pouvoir faire circuler tous ces savoirs, toutes ces questions et tous ces défis. Comme Benoît l'a dit, c'est un chemin que nous faisons petit à petit. Et l'événement aujourd'hui, je pense, marque un pas en plus vers cette proposition de travailler sur ce thème de l'inclusion. Avec nous, une de mes collègues interprètes, Bruna, est aujourd'hui avec nous. Elle fait actuellement la traduction en langue de signes. Elle est une femme noire avec un vêtement bleu, elle a des cheveux bruns. Elle est dans le salon de sa maison devant un mur vert et un tableau avec un petit paysage. Elle va faire l'interprétation portugais langue de signes et elle va être relayée par une autre collègue interprète, Flavia Carvalho, qui est avec nous aujourd'hui. Elle est une femme à la peau claire, des cheveux bruns longs, une robe noire, et elle est devant un mur blanc et elle va se relayer avec Bruna pour faire cette traduction vers la langue des signes. Merci beaucoup. Voilà, merci Marcel. Voilà, alors l'IIP, hein, très rapidement, c'est 3 pôles. Un pôle social, donc dans ce pôle, on a vocation à accompagner des projets sociaux. Un pôle recherche, et donc il y a différents groupes de recherche qui travaillent. Un groupe de recherche sur la question de la traduction et de la psychanalyse que dirige une très chère collègue à nous, une collègue qui vit et qui travaille aux États-Unis. Un groupe de recherche qui travaille sur la psychanalyse et la création artistique. Voilà, une très chère collègue à nous, brésilienne. Et puis, un groupe de recherche sur la question de la psychanalyse et de la politique. Voilà, et là, c'est Guillaume Nemer, un très cher ami et collègue français qui dirige ce laboratoire de recherche. On vous en reparlera très bientôt parce que ce laboratoire de recherche va initier bientôt un séminaire annuel ouvert à qui voudra y participer. Et puis, c'est un pôle de formation. On a créé une formation psychanalytique de 2 ans avec des personnes, des professeurs fantastiques qui viennent de 4 continents différents. Et d'ici peu, on vous en parlera également pour ceux que ça intéresse. On va agrandir et enrichir notre équipe de professeurs à partir de la prochaine rentrée qui va commencer en septembre 2022. Voilà. C'est également une maison d'édition. Aussi, on vous en reparlera très bientôt. Il y aura des actualités éditoriales riches. Voilà, et puis je voudrais dire que l'IIP, c'est aussi et beaucoup, voilà, Gabo, Dorothée, ils sont tous les deux assistants exécutifs, ils sont à mes côtés au quotidien, et sans eux,
cet événement, comme tout autre événement de l'IIP, n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà, je les remercie très vivement. Voilà, l'Institut international de psychanalyse, Marcel l'a un petit peu évoqué, hein, on a pour prétention, pour ambition, de proposer, de construire une psychanalyse contemporaine, respectueuse de son histoire et des gens dont on hérite, mais aussi tournée vers aujourd'hui et vers demain, au-delà des frontières géographiques, au-delà des frontières aussi de petites écoles et de petites chapelles qui font du mal à la psychanalyse, et puis au-delà aussi même du champ psychanalytique, puisque la psychanalyse, elle est intelligente quand elle rentre en dialogue avec des gens qui viennent d'horizons différents. Voilà, alors je vais donner la parole à Anna Maria. La psychanalyse, je crois qu'on peut le dire très simplement, beaucoup de psychanalystes ont dit beaucoup de bêtises sur l'autisme. J'ai dirigé des institutions pendant plusieurs années, et entre autres des établissements accueillants et accompagnant des personnes autistes, et j'ai été présent dans des choses horribles qui ont pu être dites au nom de la psychanalyse. Mais je pense que ça, il faut le regarder en face. Pour nous, psychanalystes, il faut le regarder en face. Il faut assumer cette histoire-là. Et en même temps, il faut accepter de regarder comment, en étant vivant dans nos théories, dans nos préconseils, tous, je ne sais plus comment on dit en français, dans nos préjugés. Dans nos préjugés, je crois que oui, cette jeune femme de 120 ans qui a la psychanalyse, elle a des choses intelligentes à dire, mais aussi beaucoup à recevoir, beaucoup à être enseigné de la part de personnes autistes et de la part de personnes qui travaillent auprès de personnes autistes. Voilà, je le disais, je salue les personnes connues, les personnes que je ne connais pas, entre autres, il y a des personnes que je reconnais qui sont ici, qui font partie d'une équipe merveilleuse ici au Brésil, d'une institution qui s'appelle la Segunda Letra. Voilà, une institution qui accueille, accompagne des enfants autistes. Voilà, j'ai grand plaisir de participer comme superviseur à cette aventure institutionnelle. Voilà, je vais donner la parole à Anna Maria maintenant. Anna Maria Fernandez. Anna Maria, tu es danseuse, tu es chorégraphe, tu es professeur dans une grande université du Brésil qui s'appelle l'UFMG, l'Université fédérale du Minas Gerais. Tu es brésilienne, mais tu as vécu pendant de nombreuses années, plus de 20 ans, en France. Et en France, tu as travaillé dans de nombreuses institutions. Tu as travaillé dans des institutions psychiatriques, tu as travaillé en prison, mais aussi tu as travaillé auprès de personnes autistes. Je te laisse la parole, je te laisse la scène. C'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi, pour nous, Anna Maria, de t'accueillir aujourd'hui ici. Merci, obrigada, Benoît. Bonjour. Merci, bonjour en français à toutes et à tous. Je vois que il y a parmi les participants certaines personnes qui sont en France, des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Clémence, qui est ici notamment, c'est un grand plaisir de te revoir. Merci Clémence pour ta présence et d'autres. Tout d'abord, je voudrais, excusez-moi, je vais d'abord me présenter. Je suis une femme blanche, j'ai la peau un petit peu plus bronzée maintenant, car j'ai pris le soleil. Je porte des lunettes noires, j'ai les cheveux noirs, je suis brune, disons, j'utilise des boucles d'oreilles. Et derrière moi, il y a un mur de couleur orange et une porte en bois. Je voudrais maintenant donc vous remercier énormément et remercier beaucoup l'Institut international de psychanalyse pour l'opportunité qui m'a été donnée d'être ici. Je voudrais remercier mon compagnon, ami et mari, Benoît, également. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à la rédaction de ce livre, beaucoup de personnes d'ailleurs, et notamment les enfants, les jeunes, les adultes avec lesquels j'ai eu l'opportunité de danser, leurs parents, les éducateurs, les infirmières et les partenaires de danse. J'ai vécu
en, en France pendant plusieurs années. C'est en France que j'ai eu l'opportunité de travailler avec des personnes autistes, également avec des personnes en situation de handicap intellectuel sévère, en situation de souffrance mentale. Donc 18 ans durant lesquels j'ai essayé disons, de travailler cette question de la rencontre, des rencontres éphémères. J'ai dû faire face à beaucoup de questionnements. Je n'avais que quelques réponses, des constructions et des déconstructions constantes et permanentes. Surgiu a tese, e da tese surgiu o livre. Toute cette expérience qui est la mienne, je me retrouve maintenant ici aujourd'hui face à vous pour parler de cet ouvrage. Je voudrais vous dire que peut-être même avant de commencer, avant d'avoir commencé la rédaction de ma thèse, de mon livre, je ne savais pas véritablement, ou en tout cas je ne savais à peu près rien au sujet de ce qui pourrait caractériser les conditions de ces personnes que j'allais rencontrer. C'est avec mon corps que j'ai fait le choix de rencontrer ces personnes, donc sans fiche médicale, sans étiquette, disons, en tout cas sans rien qui pourrait me donner des indices pour caractériser ces gens-là. Je voulais trouver chaque sujet, je voulais rencontrer chaque sujet à partir de mon corps, avec toute sa porosité, un corps donc poreux, un corps réceptif, un corps à l'écoute, un corps porteur d'intuition. Et c'est comme ça que j'ai progressé peu à peu pour définir ce travail. Ce livre a donc une dimension empirique qui est extrêmement importante. Lorsque j'ai rencontré ces personnes, je peux dire que j'avais tout le temps trois choses avec moi dans mes bagages, disons. La danse, qui a toujours habité en moi, je dirais. Une petite formation, mais en même temps qui était très importante, avec mon ami Chantal Sergent. Mon ami est professeur, Chantal Sergent en France, et surtout un désir, un grand désir d'aller à la rencontre de personnes stigmatisées, des gens qui avaient peu l'opportunité de danser. Et j'avais aussi un petit peu envie de mettre le bazar peut-être chez moi. C'est-à-dire, je voulais mettre un peu de désordre. Je voulais un peu déstabiliser mes bases, ce que je tenais pour être des choses de la sécurité. Et c'est également tout ça que j'ai rencontré. C'est le cadeau que j'ai reçu à travers toutes ces rencontres. Et au cours de ma recherche pour ma thèse, donc, j'ai connu certaines lectures. J'ai découvert certaines lectures qui étaient complètement différentes de mon expérience. C'était comme si les auteurs en question, moi, je n'avais jamais rencontré personne d'autiste jusqu'à ce moment, mais j'ai trouvé certaines lectures qui étaient extrêmement riches pour moi, qui m'ont véritablement permis d'ouvrir mon regard, d'ouvrir ma réflexion, de prendre plus de distance peut-être aussi par rapport aux habitudes que j'avais. Et parmi les lectures que j'ai faites, il y a notamment des ouvrages rédigés par des personnes autistes, et notamment par Fernand Dell'Imi. Donc, ce livre Théâtre propose donc des connexions entre ces expériences respectives qui ont lieu au long de ces années. Elle parle de mes émotions, de mes actions, de mes réflexions, de mes perceptions, et elle croise tout cela avec les réflexions d'autres auteurs. C'est important de dire que dans ce livre, je n'ai pas l'intention, la prétention même d'offrir ou de proposer une espèce de manuel, un pas à pas de ce qu'il faudrait ou pas faire avec une personne autiste. C'est exactement l'opposé de cela que je crois, d'ailleurs, et c'est ce que mon expérience me dit. Et d'ailleurs, je pense qu'il est impossible de faire quelque chose comme ça. Très souvent, on catégorise les personnes autistes comme étant une personne autiste, la personne autiste, mais chaque personne autiste est une forme d'autisme différente. Et ce serait donc un objectif impossible. Ce que j'ai proposé dans le cadre de ce livre, c'est de partager certains éléments qui m'ont semblé essentiels, importants dans ma pratique. Et l'idée a été voilà, celle-ci, de partager toute cette expérience
qui ensuite pourra recevoir une suite qui lui sera donnée par chacune des personnes qui lira ce livre. Si vous en avez l'occasion, donc, je serai très heureuse d'entendre votre feedback sur cet ouvrage. Je voudrais maintenant vous remercier vraiment énormément pour remercier les personnes qui participent à la table ronde d'aujourd'hui. Ce sont toutes des personnes que j'admire énormément. Nous avons donc à nos côtés Rosa, Monica, Nadia et Christiane, qui sont des personnes que j'aime énormément. Et avant donc de leur passer la parole, je voudrais partager avec vous maintenant un petit extrait, ou plutôt deux extraits, disons, de deux films que j'ai réalisés en partenariat avec d'autres personnes pour que vous puissiez avoir une idée, Mais d'idée aí do que se trata, principalement les porque personnes qui ne connaissent pas mon travail, une idée de ce dont on parle, puisque je pense que j'ai fait un très, très grand effort pour pouvoir mettre ce que j'ai vécu avec mon corps en page, en écrit. C'est quelque chose d'indescriptible. Les personnes qui dansent probablement comprendront ce que je veux dire. Peut-être à la limite seulement la poésie pourrait se rapprocher de cette poétique de la rencontre vécue dans le corps. En tout cas, à travers ces images, j'espère pouvoir vous permettre de comprendre un petit peu ou sentir un petit peu mieux ce que je voudrais vous dire. Gabriel, dá uma pausa. Excuse-moi, Gabriel, pardon, si tu peux faire pause, s'il te plaît, je voudrais juste te dire quelque chose de plus. Alors, sur le chat, on va mettre le lien du film avec une audio description en français et une audio description en portugais également. Je vous demande pardon dès maintenant. Cette audio description a été faite de façon très amatrice. Je remercie beaucoup Anne Barthélemy, qui est une grande amie française qui m'a aidé avec le scénario. Mais en tout cas, j'ai fait l'audio description. Il n'y a pas, le son n'est pas très bon, etc. C'est quelque chose d'assez amateur, mais ça a été fait avec beaucoup de tendresse et de bonnes intentions. Et si quelqu'un ici a des difficultés à accéder à cette audio description, contactez-nous pour que l'on puisse vous passer le lien à nouveau après. Voilà. Donc maintenant sur l'écran, vous allez voir le film. Et dans le chat, vous allez avoir l'audio description, donc accès à l'audio description en français et en portugais. Je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés après, vous avez, après le début de notre discussion, vous avez dans le coin inférieur droit un petit onglet de votre fenêtre Zoom, un petit onglet avec un bouton écrit Interprétation pour choisir la langue.
Giova, Sylvain? Non, Sylvain. Au revoir. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour ces quelques images. Anna Maria, si tu veux bien, je crois qu'on peut peut-être donner dès maintenant la parole à Christiane Munoz. Soyez la très bienvenue, Christiane. Bonjour. Christiane, vous êtes clown, hein, vous êtes artiste clown et vous êtes également doctorante, hein, vous préparez un doctorat sur la question du clown avec des personnes autistes. Vous êtes vous-même autiste et je vous donne la parole maintenant. Voilà, la scène est à vous. Soyez vraiment la très bienvenue. Vai ter alguma tradução, eu já. Il va y avoir une traduction de ce que je vais dire. Comment ça se passe? Chris, tu peux commencer, hein. Tu peux commencer, Chris. Bom, primeiro, D'accord. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier énormément, eu acho, para mim, puisque pour moi, c'est un honneur e é privilégio também por et un privilège également de pouvoir faire partie de cette conversation aujourd'hui, pour une raison très, très claire pour moi, c'est-à-dire que de que é sempre muito c'est toujours très étrange de voir des choses sur l'autisme en tant qu'autiste. Je vais m'auto-décrire, excusez-moi, je vais commencer par m'auto-décrire. Je suis une femme blanche, mes cheveux sont bouclés, blonds, à la hauteur des épaules à peu près. J'ai un t-shirt blanc, j'ai du rouge à lèvres rose, je dirais, et des écouteurs blancs. Et derrière moi, il y a une grande fenêtre et une climatisation. Comme je le disais, c'est un honneur de pouvoir participer. Je suis une personne qui a 2 exceptionnalités. Je suis autiste de niveau 1 et je suis surdoué également. J'ai certaines habiletés. Peut-être que vous allez entendre du bruit. C'est un petit objet que je tiens entre ma main dont j'ai besoin pour me concentrer.
Voilà, j'ai quelque chose, certaines choses comme ça. Parfois, je dois le mettre sur le visage parce que je ne sens pas très bien la peau du visage. Et c'est toujours un peu bizarre pour moi quand je lis ou quand je vois des choses sur l'autisme, puisque j'ai toujours l'impression d'entendre des choses, comme Anna-Maria l'a dit, une vision de quelqu'un qui n'aurait pas une véritable rencontre avec des personnes autistes, en fait. Alors qu'on sait très bien, lorsque l'on rencontre, on voit très bien quand quelqu'un connaît un autiste ou pas, quand quelqu'un a déjà rencontré un autiste ou pas. Et quand les gens n'ont pas rencontré les autistes, généralement, ils se positionnent dans une posture un peu hiérarchique et voire même colonisatrice à l'égard des autistes. Moi, j'ai une fille qui est autiste de euh, niveau 2 de support non verbal, et ça fait véritablement une grande différence. Mais notre cerveau fonctionne de la même façon. Et en gros, nous sommes très sensoriels. Mais ce livre, Te Arte, ce livre-là que je vous montre à l'écran, regardez, c'est un livre merveilleux. La thèse qui est défendue est merveilleuse, le livre est merveilleux. Et je répète que c'est un honneur pour moi de pouvoir parler de ce livre, puisque je suis extrêmement sérieuse. Je ne peux que dire la vérité d'ailleurs, mais c'est la meilleure chose que j'ai lue sur l'autisme. Je ne peux pas mentir, je ne sais pas mentir. C'est la meilleure chose que j'ai lue sur l'autisme, que j'ai lue. C'est une personne qui a véritablement rencontré des autistes. Lorsqu'elle parle de ce corps poreux, de la disponibilité, des incertitudes, je pense que tout cela est fondamental pour faire face à la différence. Cette vulnérabilité dans laquelle on se place, cette espèce de pied d'égalité sur lequel on se place, cette disponibilité, cette ouverture à l'autre. Voilà, excusez-moi si je me perds un petit peu, mais voilà, je voudrais présenter maintenant les personnes qui font partie de cette table ronde aujourd'hui. Nadia Figueiredo, qui est psychanalyste, qui a un master en psychologie clinique à la PUC, superviseuse clinique institutionnelle en- de superviseur du service de santé de Viçosa, Minas Gerais, depuis 2015, coordinatrice clinique de l'association Segunda Letra, Attention à l'autisme. Elle sera donc parmi nous également. Rosa Primo, professeure du cours de formation en danse de l'Université fédérale du Ceará. Depuis 2014, elle développe une recherche en collaboration avec d'autres artistes. En 2018, elle a... Je suis désolé, je n'ai pas les notes, c'est un petit peu difficile de traduire là comme ça, les titres. Thématique du féminicide, notamment parmi les populations autochtones. Elle travaille actuellement, elle étudie particulièrement la danse, l'autisme. Et nous avons également Monica Rami, psychologue et professeure de la faculté d'éducation de l'Université fédérale de Minas Gerais, où elle fait de la recherche et enseigne. Elle travaille à l'interface entre la psychanalyse et l'éducation spéciale dans des projets qui articulent l'éducation, l'art et les besoins, les demandes spéciales en matière éducative. Je vais repasser la parole à Rosa pour pouvoir commencer cette conversation. Bom dia a todos. Primeiro eu vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher cis, parda, estou de óculos, tenho 49 anos, quase 50. Bonjour à tous, je vais tout d'abord me décrire. Je suis une femme blanche avec des lunettes. J'ai des manches On voit courtes. que donc, je suis une femme cis. Derrière moi, il y a derrière moi deux et il y a aussi une fenêtre. Et sur le plafond, il y a aussi une boîte de l'air conditionné qui correspond à l'air conditionné. Mes cheveux sont courts, un petit peu grisonnants, surtout devant. Et avant tout, je voudrais remercier la possibilité d'être ici avec vous aujourd'hui, partager avec vous cet espace.
Je pense que mes rencontres avec Anna-Marie sont, à chaque fois qu'elles se terminent, à chaque fois qu'elles ont lieu, ce sont des rencontres vraiment très, très bénéfiques. Je vois le meilleur de moi-même à chaque fois que je la rencontre, que je travaille avec elle. Et pour moi, ce travail de la danse avec l'autisme est une chose très importante pour moi dans ma vie. Je vois que j'arrive à donner le meilleur de moi-même dans ce travail. Donc, à chaque fois que je suis auprès d'Anna Maria, ce sont toujours des moments très importants pour moi. Je suis aussi la mère d'un enfant autiste. Et nous avons fait une espèce de discussion hier. Nous avons partagé un peu nos expériences, nos lieux, nos espaces. Avant tout, je voudrais dire que ma rencontre avec Anna-Marie, c'était la fois où elle est venue ici, à Fortaleza, au Brésil. Actuellement, il y a une chaleur très, très forte à Fortaleza. Il a plu, mais maintenant, on a une chaleur très, très forte sans vent. Donc, en voyant Anna-Marie qui a du vent là où elle est, ça m'a donné envie d'être auprès d'elle. Et elle a donné un cours de danse ici à Fortaleza à l'époque de la Biennale. Et il y avait plusieurs personnes du milieu de la danse, du milieu de l'art du corps. Il y avait des personnes du théâtre et moi qui représentais la danse. Et ça a été un moment très intéressant de la Biennale pour moi. Me suis replongé dans mon carnet de notes de l'époque et une des choses que j'ai notées à l'époque, c'était que c'était une relation qui privilégie l'horizontalité, qui échange la hiérarchie contre un échange constant, une écoute sensible, une disponibilité, la possibilité de composer avec l'inattendu, l'attention à l'ici, au maintenant, quelque chose qui nous place dans un espace d'expérimentation continue. Et je me souviens qu'à une époque, je l'avais entendu parler dans une live, dans un événement en ligne. Elle disait que la première chose que nous devons travailler quand on travaille avec l'autisme, un des premiers points importants, c'est accepter le non, accepter la limite. Il y a une phrase de Deligny que j'aime beaucoup. Il nous dit que tout vouloir est une forme de violence lorsque nous voulons au lieu de l'autre, à la place de l'autre. Et je pense que ça, c'est un point très important. Ces réflexions beaucoup nourri mes expériences liées à l'autisme et pour moi, c'est très clair. Ce livre est donc un livre merveilleux. C'est une des choses, quelque chose de très beau en termes d'écriture, en termes d'expérience de corps, d'expérience de vie. J'ai lu beaucoup de choses dans ma vie, mais là vraiment, je ne dis pas ça pour faire de la pub. C'est vraiment un témoignage sincère. Il faut le lire. Il faut le lire pas seulement parce que ça parle de danse ou d'autisme. Il faut le lire parce que c'est un livre qui parle du corps et nous avons besoin de cela. Dans nos relations avec le corps, nous devons nous poser ces questions. Comme Anna-Maria le dit, le corps est poreux. Et le corps est un lieu de vie, un lieu de puissance. Et les choses ont lieu à partir de ce corps. Et je pense que c'est un livre qui a un corps, qui a de la vie, qui a une puissance de vie, qui transporte une puissance de vie qui est très importante pour nous dans les temps actuels que nous traversons. Je vais essayer d'être brève parce que je sais que j'ai déjà beaucoup parlé. J'étais très intéressée de pouvoir discuter à partir de ma lecture du livre, à partir de mon accompagnement auprès d'Anna-Marie. J'aurais aimé discuter cette question de la rencontre. Pour moi, la rencontre, elle crée un espace qui n'est pas un espace commun.
un espace qui est singulier du point de vue de la différence. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'impressionnant dans ton travail, parce que tu veux toujours être avec l'autre, tu acceptes la différence, mais dans l'égalité. Tu sais que la rencontre, elle a lieu lorsque un corps rencontre un autre corps et un espace commun émerge, un espace commun de la différence qui devient autre chose. En réalité, Deligny disait on est les mêmes morceaux de l'orange. Non, nous sommes deux oranges différentes, mais qui peuvent créer quelque chose ensemble. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et voilà, je pense qu'on a beaucoup à apprendre à partir de cela pour dépasser aussi notre posture de connaissance occidentale qui pense qu'à partir de la rationalité, dans le contexte d'un capitalisme qui construit des subjectivités très formatées. Et donc voilà, il faut se demander toujours quelle est notre singularité, comment est-ce que je vois, comment est-ce que je suis cette rencontre avec ce que je veux, ce que je vois de l'autre. C'est toujours une rencontre avec moi-même. L'autre en face va venir en soutien à ce que je suis, quelque part. Et c'est cela que je ressens dans ce livre. Et je pense que, de fait, pouvoir construire ce type de relation, ce type de rencontre, où je suis quelqu'un qui rencontre une autre personne dans ses différences, et nous créons une relation, cela peut paraître un peu évident, mais c'est très difficile. Surtout dans les temps actuels, dans l'époque à laquelle nous vivons. Donc c'est très beau et c'est très important quand nous arrivons de fait à créer une relation, à savoir ce qu'est une rencontre. Et ce travail d'Anna-Marie me semble très important, extrêmement sensible, un travail poétique au travers des textes, au travers des images. Ce travail cinématographique qu'elle a fait à partir de son travail, je le recommande également très fortement. Donc voilà, je pense que ce film dont le lien a été partagé, c'est un film que je recommande aussi pour cette réflexion, encore une fois, sur la rencontre. Pouvoir comprendre ce que c'est que travailler avec l'autisme. Et voilà. C'est pour ça que je recommande ce film, je recommande le travail d'Anna-Marie et je recommande ce livre. Et la question que j'aurais à poser, quand je vois tout cela, quand je regarde pour cette rencontre, je ne la vois pas comme quelque chose que l'autisme apporte, quelque chose d'important pour l'autisme. Je pense qu'au-delà de cela, son travail nous pose une question sur qu'est-ce que la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que la rencontre aujourd'hui? Ce que l'autisme nous apporte, c'est cette question. La question n'est pas dans l'autisme. La question, elle est dans nos relations de manière générale, dans nos rencontres. À quel point il est important que nous comprenions cela et faire cette rencontre de fait, en respectant les différences et en faisant de ces différences une puissance de vie, une puissance de joie, construction d'un autre lieu. Et pour moi, cela est une des choses les plus nécessaires en réalité. Il y a une phrase de Anna-Marie où elle nous dit « Dans ces espaces du possible, du devenir, dans la dérive des rencontres, j'ai vécu des moments dansants, composés, la matière première des uns et des autres, et qui constituent aujourd'hui en moi encore un autre mode de voir, percevoir, sentir la danse. » Et cela, pour moi, c'est incroyable. C'est très fort. Face à tes paroles,
face à ces paroles, on voit que tu as vécu cette expérience artistique avec des personnes autistes. L'espace commun était celui de la différence, de la sensibilité, de l'attention à l'autre. Est-ce que ça ne serait pas là une urgence qui s'adresse à notre époque? Puisque on a l'impression que plus la production humaine se tourne vers elle-même, se recroqueville sur elle-même, plus elle se prive de la possibilité de la construction d'une vie possible. Nos constructions, les constructions dans notre époque ne vont pas vers l'autre, elles vont vers nous-mêmes. Et cette présence du moi, cette présence de l'ego que nous voyons en permanence. Et donc voilà, c'est cela que tu nous apportes dans le livre, cette dimension de la rencontre, de la relation dans notre époque actuelle. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais parler, cette urgence qui s'adresse à notre époque. Merci. Je suis très content de vous écouter. Je trouve que on parle beaucoup de la danse, mais je pense que c'est bien au-delà de la danse. Le livre de Anna Marie, pour moi, je suis très touché parce que j'aimerais que beaucoup de personnes puissent avoir accès à ce travail, à ce livre, et pas les personnes seulement qui s'intéressent à la danse, pas seulement les personnes qui s'intéressent à l'autisme. Je voudrais, pour ma vie, pour mon expérience, je voudrais des travaux comme cela je pense que ces travaux pourraient avoir un impact sur la vie de tous et pour ma vie, pour la vie de ma fille, ce type de travail a un impact direct sur notre vie, sur notre qualité de vie, car chaque pas que nous faisons pour aller au supermarché, pour aller au cinéma, pour être au monde finalement, tous nos pas sont affectés par la vision de l'autre, par la vision de la façon dont les relations sont posées dans notre époque, dans notre société. Et cela va donc bien au-delà que des questions ponctuelles liées à l'autisme, liées à la danse. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis très ému. Je vais passer la parole à Monica pour qu'elle puisse parler un petit peu. Excusez-moi, ma connexion j'ai perdu la connexion, mais je suis revenu avec mon téléphone. Donc, est-ce qu'on pourrait passer la parole à Monica? Merci beaucoup, Rose. Bonjour. Pour moi aussi, c'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui, avec tout ce groupe, avec des personnes si engagées, si sensibles, et avec des personnes qui travaillent dans la ligne de ce que Paulo Freire nous dit, l'espérance, la force de l'espérance. Je vais me décrire, je suis une femme à la peau blanche, des cheveux châtains, bruns, à la hauteur des épaules. J'ai un vêtement rouge coloré avec des motifs et derrière moi, il y a un tableau. Et j'ai aussi des écouteurs. Bon, je voulais remercier encore une fois cette invitation. Je suis très contente d'être ici avec vous, de parler du travail de Anne. C'est très intéressant d'écouter les collègues parler. Il est difficile de parler seulement du livre parce que c'est une œuvre. Le livre, il est lié à tout ce travail si riche de Anne. Et pour moi, ça me fait penser à une fois, une amie très, très chère qui nous a déjà quittés, m'a dit, ça c'était peut-être il y a 20 ans, 15 ou 20 ans, elle m'a dit, il y a une artiste brésilienne de Belo Horizonte qui habite en France, qui fait des films très beaux.
qui sont liés à ton travail. Et je crois qu'elle te connaissait via un cousin ou quelque chose comme ça. Et ensuite, tandis que je travaillais à l'OFMIG, euh, par l'intermédiaire de Nadia, qui est avec nous aujourd'hui, Nadia Figueiredo, et aussi par l'intermédiaire de Nadia Laguardia, nous nous sommes rencontrés, Anna Maria, grâce à un événement international sur l'autisme, danse et l'éducation. Et je me souviens qu'au début, nous ne nous connaissions pas. Nous ne nous étions jamais rencontrés. Et à cette époque, il y avait cette dimension de la première rencontre ce jour-là. Et très vite, nous avons brisé la glace. Et je me souviens que c'était très différent de voir ce travail si différent de tout ce que j'avais pu faire. Elle a apporté beaucoup de collègues de la France importants dans son parcours ce jour-là. C'est un événement très beau, très différent, basé sur d'autres principes, comme elle le dit souvent dans son travail. Ça nous a apporté d'autres orientations, d'autres expériences. Et j'ai pu connaître ainsi Anna-Marie dans ses films, dans ses écritures, dans son livre. Et comme Rosa et Christiane l'ont si bien dit, c'est un livre qui est très important et on est très ému d'écouter notamment Christiane et en tant que personne autiste qui parle de son expérience au travers du livre. Je pense que c'est très important ce que tu dis. Un livre sur l'autisme écrit par quelqu'un qui n'est pas autiste, mais qui a eu cette expérience, qui a cette porosité. Et je pense que ça, c'est très important. Ça place le livre dans un lieu très spécial. Voilà, je voulais... J'ai dévié un petit peu de ce que j'allais dire, mais voilà, je pense que je suis très content d'être ici avec vous, puisque Anna-Marie donc est danseuse, elle est cinéaste, et c'est la diversité de cette personne. Et moi, je connais aussi Anna-Marie qui est chercheuse, qui est professeure, et Anna-Marie qui travaille beaucoup dans cette ligne de mettre les autres au travail, de lâcher prise. Et je pense que c'est un trait de son travail, de sa personnalité, et qui implique très fortement les personnes qui s'intéressent au sujet. Et les personnes sont entraînées dans ce travail d'une certaine façon. Anna a plusieurs groupes et je me dis des fois, comment est-ce qu'elle arrive à administrer autant de choses, autant d'activités, autant de groupes? Et on voit que cela fonctionne, comment cela fonctionne dans son parcours formatif. Les étudiants, les étudiantes qui travaillent avec elle nous apportent ces retours et des retours très positifs sur la façon dont elle travaille. Donc, je pense que je suis très, très contente de voir ton travail dans les différents langages. Je voudrais aussi soulever une question, si on a le temps. J'aurais voulu t'entendre un petit peu, Anne, sur... j'ai choisi une question qui me semble importante, qui est très importante pour moi depuis plusieurs années. C'est la question de comment est-ce qu'on nomme la différence. Cette question est dans tes films, elle est dans ton livre, elle est dans ton expérience quotidienne. Nous avons des noms prêts pour l'expérience de l'autre, des noms tout faits. Et si d'un côté, cela permet la formation de certains collectifs, cela permet de nommer parfois des sentiments, des expériences, des expériences qui peuvent nous causer une certaine angoisse parce qu'on ne sait pas comment nommer parfois. D'un autre côté, ces mots facilitent l'idée selon laquelle on sait tout, on sait déjà tout sur l'autre, on aurait déjà une connaissance prête sur l'autre. Et du point de vue de l'expérience, du point de vue de ce que je vois, parfois les noms, les diagnostics
les noms utilisés pour la différence, d'une façon générale, sont très attachés à un discours médical du domaine de la psychologie, de la psychanalyse. Cela gère souvent une espèce de formatation, comme l'a dit Rose, qui donne peu d'espace au sujet, peu d'espace pour que le sujet dise ce qu'il vit et comment il vit. Et voilà, c'est ça la question, c'est ça la grande question. Nous en avons parlé un petit peu cette semaine dans notre groupe d'études. Nous disions que très souvent, moi je viens d'une formation dans le domaine psy, et parfois, sans le vouloir, on a envie de voir le diagnostic avant de voir le sujet. Et toi, tu fais exactement l'inverse dans ton travail. Tu mets le sujet en avant. Et je pense que c'est ça qui est correct, c'est ça qu'on devrait faire. Et c'est ça qui est le plus important, connaître d'abord le sujet. Le sujet, il vit le diagnostic qu'on lui attribue. Le diagnostic, il a toujours des limites. Il porte en lui les erreurs qui sont humaines. Et dans la question de l'autisme, on voit cela très, 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 très clairement, je pense. On le voit dans les biographies, on le voit dans les récits d'autistes, les récits d'autistes non-verbaux qui écrivent des livres. Et voilà. Anne, si tu peux en parler un peu. Et comment est-ce que tu vis ça dans ton travail? Comment est-ce que tu cherches une poétique de la rencontre? Voilà. Merci, Monica. Je pense que tu as déjà parlé un petit peu de la question donc, de la catégorisation et en même temps le fait que la catégorisation permette d'une certaine manière la façon de garantir des droits et en même temps elle sépare, elle est colonisatrice, etc. Et on attend peut-être d'ailleurs qu'un jour on n'aura plus besoin de cela d'ailleurs peut-être. Mais comme tu l'as bien dit et comme tu l'avais dit au début, je pense que cette rencontre qui s'établit avec le sujet sans étiquette, sans protocole, cette rencontre nous permet de rencontrer véritablement la personne qui est à un moment donné à un endroit spécifique. Parce que c'est là que se cristallise quelque chose. C'est là que l'on dit cette personne est. J'ai pas entendu, désolé. Et donc, je vais dire ce que cette personne peut ou ne peut pas faire. Très souvent, dans les institutions dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de non, NON. Non, on ne peut pas faire ceci, non, on ne peut pas faire cela, parce que ceci, parce que cela. Et moi, ça je voulais pas, ça m'intéressait pas ça, en fait, puisqu'il y a un lieu d'instabilité très grand. Nous sommes tous très instables. Vous n'êtes pas la même personne qu'hier, vous n'êtes pas non plus la même personne que vous serez demain. Vous allez boire un coup, vous allez être une autre personne. Vous allez rencontrer des amis, vous serez une autre personne encore. Donc, nous sommes des moments. Nous sommes des agencements. Et il est très fréquent que les gens stigmatisés, comme appartenant à une catégorie, on finit par oublier ces choses-là. Alors que il est beaucoup plus facile donc de cristalliser les choses autour des personnes. Et pour moi, le fait de ne pas aller à la rencontre de ces personnes à travers cette fiche médicale, c'est une manière de rencontrer véritablement le sujet du moment, de l'instant, bien que mobile, bien qu'instable. Et ça, pour moi, c'est extrêmement riche. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours procéder de cette façon. Au contraire, certaines personnes ont besoin de ça et peut-être travaillent très bien de cette façon, mais c'est une manière que moi, j'ai trouvée pour être plus ouverte, pour avoir ce corps plus poreux peut-être. Et peut-être, comme Chris l'a dit, il y a cet endroit du non-savoir aussi, qui est très, très grand dans ce travail. On sait qu'on sait très peu de choses, voire rien, ou presque rien.
Donc, si on se présente avec toutes ces catégories derrière soi, on se présente armé, en fait. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de rencontrer. Je parle de moi, hein. Je parle de moi, je parle de mes choix. Voilà, et je pense qu'il y a une dimension politique qui est très grande également. Tu vois, Monica, une grande dimension politique véritablement du faire dans la société. C'est ce que Rosa disait, ce n'est pas que la question de la rencontre avec le sujet autiste, c'est l'endroit, c'est la catégorisation, la rencontre. Par exemple, un SDF, on peut le catégoriser comme étant un SDF, une personne que je vois dans la rue, habillée de telle façon, etc. Donc, toutes ces choses-là, je pense qu'elles nous font travailler notre propre regard de façon continue par rapport aux personnes qui nous entourent. Et tout ça me fait penser beaucoup à cette question de l'étranger qui vient d'un autre pays, ce qui me fait penser à la notion d'hospitalité, cet étranger qui ne parle pas la même langue que moi, qui n'a pas les mêmes habitudes que moi. Et comment est-ce que je l'accueille? Comment est-ce que je reçois cet étranger chez moi, dans ma maison et jusqu'où je le reçois? Je le reçois, sur le balcon, je vais lui donner un thé, pour qu'il reste loin de moi et je vais dire: «C'est super, je reçois un étranger, regarde, je fais face à la différence de cette façon, mais de telle sorte qu'il ne me touche pas, qu'il ne me traverse pas». Ou alors j'ouvre véritablement les portes de ma maison, hem, je vais baisser ma garde dans la mesure du possible, bien sûr, puisque on ne peut pas tout n'est pas possible, bien sûr, mais dans la mesure du possible, je vais composer avec mes limites, jusqu'où je peux, me laisser traverser par la différence. Et je pense que dans mon cas, cette traversée, disons, se produit de façon beaucoup plus puissante lorsque je n'ai pas les protocoles, les fiches médicales, etc. Alors simplement un petit point important, s'il vous plaît. Je voudrais vous rappeler que, il est important de faire attention à la vitesse à laquelle on parle parce que nous avons, rappelez-vous, nous avons une traduction français-portugais, nous avons une traduction en langage des signes également. Donc lorsque l'on parle trop vite, ça devient un peu difficile pour les interprètes. Voilà, allons-y mollo. Pardon. OK, merci Anna. Merci aux traductrices et traducteurs également. Alors nous allons clôturer cette, première partie. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de réflexions ont été faites, puisqu'en réalité, plus que des questions, ce sont des réflexions surtout qu'on partage ici. C'est quelque chose de très intéressant qu'on vient d'entendre de la part d'Anna Maria, heu, le fait que nous ne soyons pas toujours le même. Je pense que nous avons un axe, vous voyez? Mais on est toujours un flux. Nous avons un axe, mais nous sommes toujours un flux. Nous sommes toujours un flux et l'être humain, l'homme oublie, la femme oublie que nous sommes nature aussi et la nature a des stations a des saisons, pardon. Nous aussi, nous avons des automnes, nous aussi, nous avons des hivers, nous aussi, nous avons des printemps et parfois ces changements sont très rapides. Et la question de la nomination donc, est très intéressante parce que nous les les autistes sont toujours nommés par les autres, par les non-autistes. La dénomination autiste a changé déjà, au cours de l'histoire, notamment grâce aux études sur l'autisme, mais c'est une nomination qui ne vient pas de nous, qui ne vient pas de personnes autistes. C'est un terme donc, et on sait très bien combien les discours et les mots sont importants, notamment pour la subjectivation et dans les identités. Dans la façon dont on construit sa propre identité et je pense que cela est très important puisque si l'on parle d'étiquette
Nous parlons également de ce que l'on entend dire sur soi depuis l'enfance d'ailleurs. C'est bizarre parfois. Moi, j'ai eu un diagnostic assez tardif, par exemple. J'ai toujours entendu dire de moi que j'étais quelqu'un d'un peu bizarre, que j'étais un enfant bizarre. Bizarre en plein d'aspects, hein. Par exemple, quelque chose d'intéressant que j'ai découvert à travers mes recherches lorsque je m'intéressais à ce sujet, c'est le fait que, on en a parlé d'ailleurs avec Anna, avec Anna Maria, lorsque j'ai participé à l'un de ses cours, nous avons discuté de cela et je lui ai parlé du peuple maori, le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, qui mène un travail sur la récupération de leur culture, de la préservation de leur culture maori et la nomination spécifique des personnes autistes a été faite par des personnes autistes dans le glossaire des Maoris. Puisque lorsque l'on a le mot, le terme, lorsque le glossaire est collectif, lorsque le vocabulaire que l'on utilise est collectif, il exprime plus ce caractère collectif de la société, du peuple maori en l'occurrence, et cela nous permet d'avoir d'autres types de nominations. C'est-à-dire que le terme pour désigner les autistes, qui est utilisé donc par les Maoris, c'est Takawakanga, si je ne me trompe pas. Takawakanga qui signifie à son propre temps, dans son propre espace. Dans son propre temps, dans son propre espace. Et cela traduit beaucoup plus, selon moi, ce que nous sommes. Beaucoup mieux d'ailleurs que autiste, qui a une racine qui semble dire… et d'ailleurs, beaucoup de choses ont été dites au sujet de l'autisme au long de l'histoire, hein. En fait, l'idée selon laquelle on serait dans notre monde. Non, nous sommes dans ce monde, en fait. Et comme ces réflexions n'ont pas été faites, on nous met à part. On nous met à part. Dans un autre endroit. Un endroit séparé, un endroit fait, créé pour nous, mais pas par nous. Et je trouve que c'est très intéressant dans le livre et dans les choses qui ont été dites, notamment la question de cette reconnaissance de l'autre comme étant un autre, comme différent. Et à partir de ça, si vous respectez cette différence, vous respectez également, puisque l'on parle ici de narrative, de glossaire, de termes, de langue, nous respectons également le fait que ce discours puisse être différent. Donc, il faut peut-être commencer à respecter et à valider les récits, les narratives corporelles comme étant également des récits communicationnels. Il existe beaucoup d'autistes qui ne sont pas verbaux et il y a des autistes comme ma fille qui ne communiquent que par des applications de communication alternatives. Ça signifie qu'ils communiquent uniquement par des mots? Non, bien sûr que non. C'est important donc de commencer à voir le corps comme étant quelque chose de communicatif, communicationnel, et pas nécessairement comme un objet de communication, comme un sujet de communication standardisé, puisque la manière dont on parle peut être vue comme quelque chose d'imposé à un groupe qui peut fonctionner de façon différente. En ce sens, la danse, la porosité du corps dont parle Anna Maria est extrêmement importante. Il est important de voir ces images, il est important de revoir ces images, de lire, de relire le livre, puisque tout cela est extrêmement important pour valider des narratives corporelles comme étant des narratives, des récits de communication, des manières d'exprimer des désirs, et pas seulement à travers des mots. Et cela est essentiel, puisque l'on fonctionne par nos sensorialités. Nous sommes des êtres sensoriels. Donc, si vous attendez de nous de fonctionner différemment, vous allez à nouveau être en train de faire ce que Rosa a dit. Vous allez, une fois de plus, être en train de vouloir voir l'autre à partir de vous-même, voulant ainsi
faire en sorte que l'autre soit votre reflet, un miroir. Et c'est-à-dire voir l'autre et respecter l'autre à partir de ses points communs avec vous. Et ce n'est pas ça la réalité. On doit partir d'autres principes. Et c'est un petit peu de ça que l'on parle maintenant, ici et maintenant. Nous avons Nadia, oui, excuse-moi Nadia, il faut me rappeler s'il vous plaît, rappelez-moi. Nadia. Alors d'abord, bonjour à tout le monde. Je vais me décrire. Je suis une femme brune, avec les cheveux assez gris, notamment pour me comparer à Rosa qui a dit qu'elle avait un peu de cheveux gris seulement. J'ai les cheveux très gris, j'ai les cheveux courts, j'ai la peau plutôt brune, j'ai un t-shirt jaune, j'ai des écouteurs. Derrière moi, il y a une porte en verre, une baie vitrée et derrière, on voit de la végétation avec beaucoup de plantes. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier la vie qui m'a permis de rencontrer Anna. Je pense que ça a été un véritable cadeau, comme les gens l'ont dit. Anna a véritablement ça autour d'elle. Mais je voudrais vraiment la remercier pour l'opportunité qu'elle m'a donnée d'être ici, de partager cette rencontre avec vous, pour discuter de ce livre merveilleux avec ces personnes incroyables. Donc, c'est également pour moi un honneur et un privilège. Je vais vous parler maintenant des effets du travail d'Anna en ce qui me concerne en tant que psychanalyste et en tant que quelqu'un qui aime travailler avec les autistes. Donc, ça m'intéresse. Il y a une question qui m'intéresse énormément, une question qu'Anna a soulevée déjà, c'est-à-dire comment rencontrer, comment établir des liens avec les autistes, quel type de présence est nécessaire dans le cadre de ce partenariat, disons, pour que des liens, un véritable lien puisse se produire, pour qu'une véritable rencontre puisse se produire. Et j'ai pensé à vous parler donc d'une réflexion sur la dichotomie entre la transmission de l'enseignement, dont Anna a déjà parlé un peu. C'est une discussion commune dans le travail dans le cadre de la psychanalyse. La psychanalyse ainsi que les travaux d'Anna sont une expérience. Et la transmission en psychanalyse, c'est une transmission qui est également d'une expérience, bien que la transmission de l'expérience ne puisse pas impliquer nécessairement une forme de théorisation, de formalisation théorique. Eh bien, cette formalisation ou ce contenu théorique n'est pas suffisant pour parler de cette transmission. Elle n'est pas suffisante, notamment, c'est pas suffisant d'étudier la psychanalyse, par exemple, pour qu'il y ait de la transmission de la psychanalyse. Il est nécessaire qu'il y ait une expérience de traversée de l'angoisse du réel qui va nous permettre d'envisager les marques de la singularité, les différences, les asymétries radicales. C'est une manière pour le sujet de transformer le réel vécu en cause du désir, de façon absolument singulière, comme le dit Lacan, à la place de personne d'autre, quelque chose d'unique. Et je pense qu'Anna nous donne un cadeau avec ce livre, puisque nous avons l'opportunité d'assister, de regarder le livre véritablement. C'est quelque chose de visuel. C'est-à-dire transmettre les marques du désir, peut-être, qui est fait l'écriture du corps d'Anna. Et ce sont des choses qui sont transmises de cette façon, dans un style absolument propre, avec l'invention singulière, à chaque rencontre, toujours inédite. Donc, c'est à chaque fois que je vois ce film, je suis extrêmement ému, je suis très touché par ce que je vois dans ce film. Et il y a quelque chose que j'ai essayé de faire, c'est de passer ce film à un maximum de personnes qui travaillent, qui sont en lien avec l'autisme, pour que les gens puissent voir, je ne sais pas comment on peut faire cette rencontre. Et je me suis souvenu de Bartolomeo, qui est un
un écrivain, un poète qui, dans une interview, dit « La beauté est tout ce que l'on ne peut pas voir seul, tout ce que l'on n'arrive pas à voir seul. » Et il explique notamment que donc il dit un tel doit voir cela. Donc il y a cette chose, voilà, on veut que l'autre voit ce que l'on voit. Et j'ai ressenti cela dans le travail d'Anna et j'ai ressenti cela dans son livre également. Je crois que ce livre doit être publié également pour que tout le monde puisse le lire, le voir. J'ai dit que c'était un livre cause. C'est un livre qui nous cause quelque chose de l'ordre du désir. Voilà. Donc, je pense qu'il soulève cette question. Comment est-il possible d'avoir un mode de transmission qui permet de recevoir les apprentissages de cette expérience? C'est une expérience inédite, l'expérience du hasard, de la non-préparation. Voilà. Et moi, je me demande si c'est une question à laquelle Anna a déjà répondu. Mais c'est quelque chose qui me vient en tête. Comment faire cette transmission pour avoir plus de choses comme cela? Et l'autre question que je me pose, c'est si la danse, est-ce que la danse serait un espace de privilège, un espace privilégié pour ça? Dans le sens d'une condensation. Ce terme condensation, ce terme donc de la condensation, c'est un néologisme que Lacan utilise. Peut-être d'ailleurs la seule référence à la danse que j'ai vue, et il dit quelque chose de très énigmatique d'ailleurs. Il dit quelque chose qui puisse nous surprendre. C'est très difficile de traduire Lacan comme ça sans avoir le texte sous les yeux. Je suis désolé. Donc c'est Lacan qui parle de la condensation. Je demande à ce que la phrase soit écrite sur le chat. Donc c'est posséder un corps. Dans le séminaire de Santon. C'est une phrase très énigmatique. Donc c'est le seul endroit où j'ai la seule référence faite par Lacan à la danse. Et qu'est-ce qui peut se condenser en fait dans la danse? Et j'ai pensé à ça si c'était un espace privilégié. Et pourquoi? Parce que pour la psychanalyse, le sujet naît à partir de quelque chose de ce que Lacan appelle Le corps est une construction qui résulte d'une rencontre, une contingence, un organisme vivant qui entre en choc avec le signifiant, avec le langage, en causant des impacts sur le corps, en créant des orifices, ce qu'il appelle les trous jouissants. Et dans cet accident, l'organisme se transforme en un corps vivant jouissant. Donc, c'est le signifiant qui rentre dans le corps. Ce n'est pas un effet sémantique de signification, c'est un effet de jouissance. Et le contour de ce trou, de ce vide que le langage et n'importe quel type de langage crée dans l'organisme laisse une marque. Et cette marque, elle va être le singulier, de singulariser chaque sujet. Et donc, ce singulier qui est bordé par ce vide, il est bordé par des lettres, ce qu'on appelle des lettres en psychanalyse. Donc, c'est par le corps, par la jouissance du corps, qu'on peut atteindre un sujet. Et la psychanalyse, on ne travaille pas la psychanalyse directement avec ce corps, on la travaille au travers du langage, au travers de la parole. Il y a une phrase de quelqu'un qui s'appelle Gérard Pommier, un livre qui s'appelle « Naissance et renaissance de l'écriture », si je me souviens bien. Il dit ainsi « Toute action sur la lettre, au niveau du langage,
pendant la cure psychanalytique aura, grâce à cette équivalence entre lettres et corps, un écho sur le corps. Toute action sur la lettre va avoir un écho sur le corps. Et je me suis demandé si on pouvait paraphraser Gérard Pommier en disant que toute action sur le corps, grâce à cette équivalence, aura un écho sur la lettre au niveau du langage. Et spécialement pour les autistes, et je pense pour tout le monde, mais spécialement peut-être pour les personnes autistes, et c'est le dernier point, la dernière question que j'aimerais soulever à partir de ce travail de Hahn, et à partir de notre conversation d'hier, qui a été incroyable également, je me demande si l'art, d'une manière générale, n'aurait pas un statut spécial de langage. Christiane a soulevé cette question, si l'art n'aurait pas ce statut spécial de causer des effets d'incidence plus propices à une accroche avec l'autisme. Et je crois que oui, j'ai tendance à croire que oui. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Nadia, merci. Est-ce que tu pourras écrire dans le chat les références des citations de Lacan que tu as dit? Et autre chose, une petite parenthèse. Gérard Pommier, que tu as cité, il va bientôt intervenir dans le cadre des activités de l'Institut international de psychanalyse. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Merci beaucoup, Nadia. Je vais parler très rapidement pour qu'on puisse commencer le débat, ouvrir le débat avec le public, avec les autres personnes présentes. Nadia m'a déjà posé cette question de la transmission à l'époque où j'écrivais ma thèse. Et à l'époque, je lui ai dit, mais attends, tu es en train de saboter ma thèse. Si tu dis qu'il n'est pas possible de transmettre, qu'est-ce que je vais écrire dans cette thèse? Et j'ai dit qu'il n'était pas possible d'enseigner, mais il est possible de transmettre. Oui, et il y a quelque chose, comme tu l'as dit, il y a quelque chose qui est propre à une signature que chaque personne possède. Il y a quelque chose qui est diamétralement à moi. C'est une façon de poser notre corps dans le monde, mon corps dans le monde. Et cela implique pas seulement ma rencontre avec les personnes autistes, mais cela implique mon être dans l'ensemble, la manière d'être dans le monde. Et je pense que dans ce lieu de transmission, ces éléments, tu as parlé d'une qualité de présence. Comment travailler cette qualité de présence? Comment travailler? Qu'est-ce que c'est que cette qualité de présence? Et je pense qu'il y a le lieu de l'écoute, les lieux du silence, observer, voir ce que l'autre a et ne pas voir ce qu'il manque chez l'autre, voir ce qu'il possède, qu'est-ce qu'il offre. Ce lieu de la porosité, de la réceptivité, le lieu du non-savoir, je pense qu'il doit être présent tout le temps. Tout cela, je pense qu'on va le développer tout le temps. La question de l'intuition, je pense que ce sont des choses possibles, importantes à développer. Il y a une chose qui, par contre, qui est impossible, c'est la question du désir. Et cette question du désir, si je me dis j'adore ce travail, je ne peux pas enseigner à quelqu'un ce désir. Je ne peux pas enseigner à quelqu'un l'amour pour ce travail. Rosa, hier, nous disait j'aime les personnes autistes, j'aime travailler avec les personnes autistes. Voilà, moi aussi, j'aime ce travail. C'est quelque chose qui est à moi. Et je pense que cela, je ne peux pas le transmettre. Je pense que je peux transmettre un lieu d'observation de soi-même, à quel point nous sommes ou non colonisateurs, à quel point nous sommes ou non, à quel point nous pouvons lâcher prise de certaines convictions, certaines idées, certaines pratiques. Tout cela, je pense que nous pouvons le développer. Et voilà. Et l'abandon
de projets, l'abandon d'objectifs à annoncer, travailler avec l'instant, voilà. Donc, Benoît, je pense qu'on pourrait peut-être ouvrir la discussion avec le public de façon plus ample. Merci beaucoup. Oui, je pense que ce serait merveilleux d'ouvrir cette discussion. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Vous pouvez parler à partir de où vous vous situez. Licença, pessoal, deixa eu fazer adendo. Vocês podem Oui, j'aimerais faire levantar un a petit mão ajout. através do Zoom para Vous falar e a pouvez gente pode lever la abrir main então o au microfone travers de du vocês Zoom para vocês et on falarem. pourra activer vos Ou se micros pour que vous preferirem, puissiez tem parler. botão aí Vous pouvez abaixo aussi, si vous le voulez, escrito cliquer sur le bouton qui Q&A est en bas. de Il y a un questions bouton and où il y a answers, écrit perguntas e Q et respostas, A, onde vocês podem enviar questions-réponses. perguntas ou Vous pouvez colocações envoyer por vos escrito questions, para mim. vos suggestions, vos commentaires par écrit. Voilà. Estão me ouvindo? Est-ce que vous arrivez à bien m'entendre? Gabriel, Benoît? Sim, escutamos você. Oui, 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 nous t'entendons très bien. Oui, Monica, nous pouvons t'entendre. Bon, je suis Monique, je suis actuellement dans la Serra da Moeda, la montagne de la Moeda, à côté de Belo Horizonte. Je voudrais d'abord remercier cette opportunité de pouvoir vous écouter, de pouvoir faire partie de cet univers que je trouve fabuleux. La provocation que je voulais partager avec vous, avec Anne, avec toute la table, je ne sais pas si cela fait un sens pour vous. Moi, je suis psychanalyste et je voulais demander, est-ce que nous pouvons penser un des attributs que nous développons, que nous avons quand on travaille avec cet univers, est-ce que ça passerait pas par une relation différente avec la mort? Parce que je pensais que supporter cette différence et se placer, se situer comme ce corps poreux, tous les pores du corps sont donc impliqués dans cette relation. Et je pense que cela est lié à voir avec le fait de ne pas craindre la mort, de ne pas craindre tant la mort de l'image, la mort de l'attente, de l'expectative, la mort d'un corps. Voilà, je voulais partager avec vous cette provocation. Est-ce que ça fait sens pour vous? Et je voulais le redire, c'est un très grand plaisir de participer à cette discussion. Monica, merci beaucoup pour cette question, pour cette ponctuation. Peut-être qu'on pourrait recevoir une ou deux autres questions avant de rendre la parole aux intervenantes. Je voulais vous dire, si quelqu'un veut poser une question en français, bien sûr, n'hésitez pas. Et si vous voulez poser une question, une provocation, un commentaire en langue des signes, c'est aussi possible, bien évidemment. Il y a une autre question, peut-être? Podemos já responder essa. Ah, desculpa, Benoît. Benoît, tem o Mohamed e a Charlina, elas estão com a mãozinha Je levantada. crois qu'il y a Mohamed et Charline qui ont levé leurs mains pour pouvoir poser des questions. Sim, Mohamed já está liberado a fala. Oui, Mohamed, tu peux prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole. Alors, bonjour à tout le monde, merci pour cette rencontre si riche en informations. C'est vrai, les témoignages, disons, ils m'ont beaucoup épaté parce qu'ils portent en eux un message d'espoir et de vie.
je voudrais poser une question à Monica et d'abord, je la remercie beaucoup pour cette rencontre, à l'issue de laquelle j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je suis intervenant auprès des enfants autistes. Alors, peut-être au Maroc, il y a à peu près, mais c'est vrai, on n'est pas sûr des statistiques. Alors, au Maroc, il y a à peu près 40 000 autistes. Alors, c'est vrai, d'après les enfants qui sont pris en charge par les structures spécialisées. Mais c'est vraiment les chiffres exacts, on ne les connaît pas. La question que je voudrais vous poser, Monica, c'est comment des intervenants comme nous, comment peuvent-ils faire face à la demande des parents qui espèrent ou qui ont le désir ou le fantasme de voir leur enfant suivre une scolarité normale, sachant bien sûr que on est devant quelque chose qui est vraiment le déficit intellectuel et les retards cognitifs. Et voilà, bon, je m'arrête là et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Mohamed, merci beaucoup. L'occasion de rappeler que des gens nous suivent, c'est le cas de Mohamed, il y a d'autres personnes également, depuis le Maroc, je sais qu'il y a des personnes de Belgique, du Portugal aussi, personnes aux États-Unis qui nous suivent, beaucoup de personnes d'ici, du Brésil, bien évidemment. On peut peut-être déjà discuter à partir de ces deux ponctuations, la ponctuation de Monica et puis de Mohamed. Eu vou começar com a da Mônica, e depois deixo aí a palavra para as minhas Je vais colegas. commencer par répondre à Monique et ensuite je vais laisser la parole circuler. Je voudrais remercier la présence de Monique et je suis très contente que tu sois avec nous. Ce qui m'est venu d'abord en t'écoutant, c'est que dans ce travail spécifique, il y a quelque chose, ce qui se produit, ce qui a lieu dans un moment, c'est dans un instant, peut ne jamais se reproduire. On peut perdre quelque chose dans l'instant du travail avec la personne autiste. Et je pense qu'il y a effectivement une petite mort là qui a lieu. Ce n'est pas quelque chose... on ne peut pas dire « Ah, demain, je vais retrouver cet instant, je vais retrouver cette expérience ». Ce n'est pas exactement cela. Il y a donc ce lâcher-prise très important de la seconde qui vient après. C'est donc peut-être ces petites morts, pouvoir construire cette relation avec ces petites morts, avec ces petites pertes. Est-ce que je peux faire un commentaire à la question de Mohamed? Je ne sais pas si Rosa et Christiane vont vouloir faire un commentaire également. Ici, au Brésil, nous avons eu un long processus de désinstitutionnalisation dans le travail avec les personnes autistes. On avait aussi beaucoup de personnes jeunes, adultes, qui avaient des diagnostics d'autistes et une partie de ces enfants passaient un long moment dans les institutions. Et je pense que c'est une question très importante, une question qui revient toujours. Dans le moment actuel que nous vivons au Brésil, et nous avons beaucoup de disputes, beaucoup de luttes autour d'une tentative de revenir à une institutionnalisation de la question autiste. Et donc, que faire? La question que vous posez, que faire face à ce désir des parents que leur enfant puisse avoir une scolarité classique? Ce que je peux dire à partir de notre expérience, qui peut être partagée avec d'autres lieux, c'est il y a un travail très important qui a été fait ici avec les familles, avec les écoles, avec les professeurs, pour essayer de repenser l'école elle-même. Nous avons observé que les écoles qui sont trop rigides en termes d'accueil, en termes de normes, en termes de règlements, en termes de programmes scolaires, elles ont beaucoup de difficultés à accueillir la différence.
Et ici, on parle d'inclusion scolaire. C'est un nom qu'on utilise, c'est un nom polysémique, contradictoire aussi, qui pose beaucoup de questions que nous pouvons problématiser, mais c'est un terme que nous utilisons pour parler de cet effort. Depuis que l'inclusion scolaire a commencé une révision de l'école elle-même. Cela ne veut pas dire que les écoles ont réussi de fait à se revoir, à se repenser en profondeur, mais d'une certaine façon, il y a un effort. Ça nous aide à penser au fait que ce n'est pas un effort qui doit venir seulement des familles, seulement des professionnels de santé. C'est un effort qui doit venir de la société, des écoles, des enseignants, des institutions scolaires. Donc, c'est très important de penser. Christiane, hier, nous parlait des collectifs. Pour les enfants, pour les petits-enfants, c'est difficile de penser en termes de collectif, mais nous pouvons penser au soutien qu'on peut leur apporter et aux stratégies au sein de l'école qui peuvent permettre un travail d'accompagnement. Il y a tout un travail à se faire, qui doit être fait, et nous avons eu des expériences intéressantes pour penser à l'implication de la société dans son ensemble autour de ces questions. Je pense que c'est très important de ne pas individualiser ces questions. Ces questions renvoient à la gestion de la ville, aux politiques publiques, à un travail beaucoup plus ample. J'ai essayé de parler pas trop vite. Est-ce que je peux ajouter une chose sur cette question? Un petit commentaire? Moi, je dis souvent que des personnes différentes, des personnes autistes, sont des personnes bombes, parce qu'elles bombardent toutes les personnes, elles font exploser toutes les institutions qui existent. On ne peut pas penser seulement la santé, seulement l'éducation. On doit redimensionner les paradigmes, repenser les paradigmes par lesquels notre société s'est structurée. Le capitalisme lui-même, il y a très longtemps, les personnes ce jargon, quand on dit réussir sa vie, le temps c'est de l'argent, ce jargon il isole déjà. Et ce sont des modèles, des idées qu'on va transmettre à tous les microcosmes. Quand on parle d'école, actuellement au Brésil, avec la politique actuellement appliquée et notre gouvernement, on sent un retour de cette tentative d'institutionnalisation. Et au-delà de ça, le retour de la tentative de la ségrégation des personnes différentes, des personnes autistes. Para pessoas autistas severas. Isso foi uma pauta agora há 2 semanas. Au point où nous parlons aujourd'hui d'électrochoc pour les personnes autistes. Quand on pense que l'éducation au Brésil, par exemple, depuis un certain temps, notamment avec l'arrivée du gouvernement actuel, a commencé à changer, on a renommé l'enseignement primaire qui se basait totalement jusqu'à maintenant sur les écoles militaires. Donc voilà, si l'on chemine, si l'on confond l'éducation et la discipline et le contenu, on n'éduque pas. On n'éduque pas les êtres humains de cette façon. Donc, ça, c'est déjà une base très structurante, vous voyez. Donc, je dis que généralement que les personnes autistes, notre propre existence, nous, les personnes autistes, fait en sorte que déjà on se dise, mais attendez, c'est-à-dire que c'est ça, éduquer, le contenu, la discipline, mais qui a besoin de contenu, de discipline exactement? On éduque un enfant, un jeune pour le marché du travail. C'est ça la vision de la vie, de l'existence humaine, c'est travailler, consommer et produire. Est-ce que c'est ça qui est en train de se structurer
C'est ça qui structure notre existence. Parce que si c'est le cas, toutes les personnes porteuses de handicap vont être isolées, puisqu'elles ne peuvent pas produire, puisqu'elles ne peuvent pas consommer au même rythme que le système capitaliste l'implique. Même les personnes neurotypiques subissent, souffrent des exigences de productivité qui sont totalement inhumaines et qui diminuent l'humanité qu'il y a en nous, la dimension de l'existence. Mais qu'est-ce que c'est que cette existence? Qu'est-ce que la vie? Ça ne peut pas être uniquement payer des factures et générer de l'argent. Voilà, excusez-moi, c'est juste ça que je voulais dire. Merci, Chris. Je voudrais juste ajouter quelque chose pour profiter de ce qui vient d'être dit par Nadia au sujet de l'art. Je pense justement que l'art, notamment à l'école, mais pas seulement, occupe cet espace de beaucoup de pouvoir, puisqu'elle accueille, elle accueille les gens avec ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils veulent, et non pas à partir d'un manque, d'une carence, mais plutôt d'une potentialité. Et ça, je pense que c'est incroyable, ce mode de faire avec l'autre, que je pense d'autres domaines de la connaissance auraient beaucoup à apprendre de cela. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'arriver en voulant positionner un savoir d'une certaine manière, mais plutôt d'arriver avec son propre bagage, trouver quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un d'autre qui dispose également d'un bagage pour construire un nouvel espace. Et c'est pour ça que je pense que l'art, notamment à l'école, comme Mohamed l'a dit, l'école peut énormément contribuer avec l'art dans le cadre de ce processus. Je voudrais simplement rajouter quelque chose qui me semble très important à partir de ce qu'Anna Maria vient de dire et de ce que Chris vient de dire également. C'est l'une des choses qui me semble les plus puissantes peut-être par rapport à l'art et à l'autisme, c'est justement cette question de ne pas s'adapter au système. Vous voyez, je trouve que ça, c'est incroyable puisque moi, parfois, je suis un peu… Je vois qu'il y a des modes de vie de résistance à cela. Et par exemple, quand je regarde mon fils qui a de l'autisme, qui est autiste, quand je vois cet autisme comme une personne qui ne peut pas vivre selon l'idée selon laquelle le temps serait de l'argent, eh bien, dépasser cela, déjà, c'est extrêmement grand. Ça nous permet de résister à cela et cela nous humanise. Vous voyez, je trouve que c'est incroyable. Et exactement tout comme je pense que c'est ça, la fonction de l'art. C'est la résistance. Donc, l'art et l'autisme se retrouvent, en fait, se rencontrent de façon extrêmement puissante. Parce que moi, je pense que lorsque l'on s'intéresse à ce mode de vie, ce mode de faire face à la vie, de cette façon, donc, avec cette résistance, la production de la singularité, de la joie, la différence, tout ça, pour moi, c'est ça. Ça, c'est un apprentissage que nous, au quotidien, auquel nous devons être attentifs. Mon fils est une personne qui m'apprend des choses tous les jours. Merci, merci beaucoup. Nous allons avancer. Je crois que nous avons d'autres questions. Charline, tu as une question, je crois. Tu peux poser ta question, Charline. Nous t'écoutons. Sois la bienvenue, Charline. Bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier pour avoir répondu notamment à une question que j'avais posée la dernière fois, lors de la dernière rencontre de l'IIP, au sujet du travail, de la façon dont on peut travailler avec une personne qui ne peut pas communiquer facilement avec la parole, simplement. Moi, je travaille dans un CAPI, c'est une structure d'assistance sociale au Brésil. Nous avons donc des patients autistes et c'est un véritable défi, mais c'est en même temps très stimulant que de travailler avec cette population. Et en même temps, ça nous apporte beaucoup d'incertitudes. Et quand on travaille avec ces populations, ça nous ouvre énormément de portes, énormément de possibilités et ça donne envie donc dans cette structure dans laquelle je travaille, de nous spécialiser là-dedans peut-être. Mais en fin de compte, je voudrais vous remercier pour
pour ce que vous faites, de produire cette réflexion sur cela. J'ai essayé de prendre contact avec Nadia d'ailleurs à une occasion, puisqu'on on a et on voulait vraiment avoir des orientations pour savoir comment travailler avec les autistes, parce qu'on reçoit donc des prescriptions médicales qui nous indiquent des choses à faire, mais moi, en tant que professionnel de cette institution, consiste à dire qu'il est possible de travailler à travers la psychanalyse avec ces personnes autistes. Et très peu de personnes ont accepté ce type de thérapie, disons. Mais on voit qu'il y a une certaine évolution maintenant. Voilà, tout ça pour dire que beaucoup de possibilités d'inspiration, disons, sont apparues pour moi. Et merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je voulais simplement vous parler d'une expérience. Hein. Gabo est là, il pourrait peut-être m'aider. Il est là en silence, mais je pense qu'il pourrait m'aider. Au sujet de cette question donc, de l'inclusion, il y a une expérience que nous avons actuellement, d'ailleurs, dont Gabo a participé. Il pourrait en parler. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire que ce que Christiane a dit, ça me semble merveilleux, le nom qui est donné de façon collective. J'aimerais voir d'ailleurs les références de ce que vous avez dit. Cette question de quelqu'un qui est dans son propre temps et dans son propre espace concernant les Maoris. Donc peut-être que ça répond à beaucoup de questions, cette idée. Et par rapport à la question de l'inclusion notamment, je voudrais dire que nous avons fait à Segunda Letra, et je vois c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est l'inclusion à l'envers. C'est-à-dire que nous avons tenté ce mouvement d'ouverture des portes à travers des événements, des initiatives artistiques ou des dispositifs artistiques, des histoires racontées, etc. Et nous ouvrons les portes aux autres personnes. Et c'est très intéressant de voir comment, dans leur espace, dans l'espace dont qu'ils s'approprient, de voir que les enfants autistes reçoivent les autres. Et j'ai trouvé que c'était une manière d'inclure à l'envers, disons, hein, incroyable, merveilleuse, puisqu'ils doivent toujours être acceptés, ils doivent toujours être voilà, acceptés par les autres. Mais on a essayé de faire le contraire, de telle sorte que ce soit les autres personnes qui doivent s'inclure dans leur espace à eux. Et nous avons eu énormément de surprises en alliant ces deux choses, donc l'art et cette chose-là, cette idée de l'inclusion à l'envers, enfin inversée plutôt. Et donc, peut-être que Gabo peut t'en parler. Gabo, tu veux bien claro. en parler? Oui, bien sûr, bien sûr. Você já disse bocado, né? Je pense que Vou ter muito que complementar a sua fala. Je n'ai peut-être pas grand-chose à ajouter, en fait, mais essa sensação que a gente teve, né? cette sensation que l'on a eue, tempo que a Cristiane trouxe, cette réflexion sur l'espace-temps dont a parlé essa inversão, Christiane, né? Ao invés das crianças cette autistas inversion, irem là, para algum plutôt que lugar e d'avoir ficar les com esse enfants esforço autistes de qui doivent aller inclusão, quelque part que é uma espécie de pour pressão conclure também, cette inversion, là, a cette gente espèce faz esse d'inversion, movimento donc, de abrir a casa, nous faisons ce mouvement donc algo que a d'ouverture gente de la maison, produz ali, né? de ce que l'on produit, là, Seja livro, uma revista, des momento livres, ali des de revues, brincadeira, de contação de história. des moments A gente repara isso, né, que de contes, essas d'histoires, crianças tout estão ça, super et on interessadas remarque em receber que os outros, les enfants né? sont très intéressés Apesar de que muitas vezes as par pessoas ce dizem, type né, desse d'activité, malgré ce que desinteresse, certaines personnes disent mas parece au que sujet quando a d'un gente, désintérêt, etc. Mais né, quando o espaço que é lorsque apropriado pelos un autistas espace recebe dont les as autistes se sont pessoas de appropriés, fora, né, que les autistes se sont appropriés, elas também sentem esse brilho, reçoivent né, d'autres que é personnes, elles receber sentent également alguém, ce esse brilho do momento, né, de ser um petit anfitrião, éclat dans le convidar. regard lié au moment. A gente repara assim algo especial que acontece. Et on constate que quelque chose de spécial se produit à ce moment-là, mais il s'agirait peut-être de le refaire et de le refaire pour pouvoir affiner un petit peu l'observation. Gabo, je pensais peut-être plutôt à l'expérience où vous êtes allé dans l'école. Tu sais,
J'ai trouvé que Sim, c'était teve esse super. momento também. Est-ce que tu peux Claro. parler un peu de ça, peut-être? Oui, bien Teve uma sûr. vez que a gente foi Il y a até a une fois, escola de nous dos meninos sommes que a allés gente à atende, e l'école. na ocasião Je ele t'entends pas tinha bien, je suis uma désolé. série de dificuldades com os colegas, ele On ficava avait une certaine isolado na une série escola, de difficultés avec des collègues. tinha todo esse desafio, né, da Il y avait tout inclusão ce em jogo défi de l'inclusion entre a equipe da escola. A gente estava pouco em avec interlocução com l'équipe o de pessoal l'école da avec laquelle on discutait donc avec e nós eux. resolvemos ir para lá, para a escola, Et nous avons levando décidé algo d'aller dans cette école pour aquele tipo de encontro que a gente proposer fazia l'une des lá no rencontres Segunda que nous avons Letra, l'habitude d'organiser que era encontro muito aberto à Segunda para Letra, c'est-à-dire une rencontre très aquilo que aquela criança gostava de une fazer, de rencontre criar, comme modo de celle dont les estar, enfants né? Na celle que época les enfants aiment pensava bien muito essa habituellement. coisa. Nós trabalhamos com artes do corpo, On a artes travaillé donc da l'art du presença, corps, acho que entra l'art de pouco la nisso, assim. présence. Então, a Je gente crois foi que voilà, para c'est un lá peu e a ça. gente On est allé esteve là-bas ali et junto com on essa a criança, été aux pouco côtés de daquele ces jeito que a enfants gente costumava estar lá na de nossa la façon dont casa, né, nous no avons Segunda l'habitude de le Letra. faire E de à repente Segunda algo Lettre. mexeu ali na Et escola, tout né? d'un O coup, quelque olhar chose s'est das produit crianças dans l'école, neurotípicas le regard para des enfants aquela criança neurotypiques mudou muito. posé Parece sur les que autres enfants a os beaucoup colegas changé. tiveram assim On a eu l'impression que les interesse collègues avaient em eu entrar pouco peut-être no soudainement un universo nouvel dentro do intérêt espaço pour dele. la possibilité d'entrer E dans cet desde então a univers. gente aposta Et pouco depuis nisso. lors, Assim, eu acho que a nous relação faisons un dele peu com a le escola pari de mudou ce genre também de depois disso, choses. né? E a La relação da relation avec escola no l'école a geral com changé, ele leur também, relation acho avec que l'école teve uma série a de changé. deslocamentos, assim. Donc il y a eu une série de déplacements qui se sont produits. Benoît, avant que tu ne clôtures, tu vas clôturer, hein, c'est ça, Benoît, oui. Oui, oui. Je voudrais simplement dire quelque chose. Je peux prendre 1 minute pour dire quelque chose? Je crois que je peux, hein, tu n'as rien dit, non? Je pense que oui. C'est au sujet de cette chose qui traverse beaucoup des choses qu'on a entendues, là, la communication non verbale, le corps, cet autre rapport. Je pense, en tout cas pour moi, en tout cas ce que l'on a en tête, c'est que l'on ne sait jamais exactement. Et notre lecture est toujours une lecture faite à partir de notre corps. Pour moi, la lecture est une lecture faite avec le corps. Et je pense que l'on doit faire très attention au moment d'interpréter. Puisqu'il est très facile d'interpréter, de dire: «Ah, telle personne n'aime pas ceci parce que ça cause ceci, ça cause cela, elle préfère ceci, elle préfère cela». Je pense que l'on doit garder avec beaucoup de vraiment notre ignorance, en fait. On doit mettre de côté notre ignorance de façon continue. J'ai un rapport avec le corps, je lis le corps, mais je suis tout le temps en train de tâtonner, en fait. Et je dois savoir que je sais très peu de choses, parce que sinon on va avoir beaucoup de certitudes très rapidement et en réalité, on parle là d'incertitude. Et je pense que c'est ça qui doit guider, c'est l'incertitude qui doit guider ce travail. Ana Maria, Romerito. Il est brésilien, il va bientôt travailler avec l'Institut international de psychanalyse sur cette question de l'accessibilité. Il demande si il y a un format ou s'il y aura un format de ton livre accessible pour les personnes aveugles. Sim, sim, Romerito. Isso eu vou fazer. Oui, Romerito, je vais le faire encore. Je vais le faire. J'y travaille. J'y travaille. Voilà, Anna Maria, moi je voudrais vraiment te remercier très très vivement pour cette rencontre, pour la qualité de cette rencontre. J'ai pas vu le temps passer. C'est déjà le temps de se dire au revoir. Avant de se dire au revoir, je voudrais te remercier aussi, surtout Anna Maria, pour ton livre et pour la puissance, la force, l'importance de ton travail que tu mènes depuis des années. Un travail qui a ça de précieux, c'est qu'il provoque plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et en ces temps où on voudrait tout mettre dans des cases, tout organiser et bien contrôler, je crois que c'est précieux de créer des espaces où les questions elles peuvent émerger sans forcément les rabattre avec des réponses. Et des questions éthiques, des questions
esthétiques, des questions politiques. Voilà, je voudrais aussi remercier immensément nos conférenciers, nos conférencières. Hein, Rose, merci beaucoup. Christiane, merci beaucoup. Nadja, merci beaucoup. Monica, merci beaucoup. Je voudrais remercier très vivement aussi les personnes qui ont permis que ça soit traduit du français au portugais, du portugais au français, que ça soit traduit en langue des signes du Brésil. À très bientôt. Je ne sais pas comment, mais j'ai envie qu'on continue ce dialogue et cette discussion. On va réfléchir, voir comment on peut faire. Hein, mais il faut qu'on continue, si vous voulez bien. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Et juste avant de vraiment fermer, juste vous dire que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du Brésil qui assistent. Juste vous dire que pendant cette rencontre, j'ai beaucoup pensé à des collègues qui n'étaient pas présents, qui auraient aimé mais qui ne sont pas présents. Beaucoup de personnes qui sont malades du coronavirus ici au Brésil et pas que, je sais malheureusement. Et aussi beaucoup de personnes du Minas Gerais qui ont souffert d'une catastrophe absolument terrible. Ça a été le cas dans un autre État qui s'appelle Bahia avant, et puis ensuite le Minas Gerais. Des pluies absolument épouvantables, et des gens étaient touchés dans leur maison et dans leur chair. Voilà, il y a eu plusieurs morts, beaucoup de gens qui ont tout perdu, absolument tout perdu. Et parmi les gens que l'on fréquente, nos amis, nos collègues, des gens de l'IIP, c'est le cas de beaucoup de gens. Et donc, juste vous dire que voilà, durant cette rencontre, j'ai eu une pensée chaleureuse pour eux. Voilà, un immense merci. Ana Maria, tu fermes vraiment, s'il te plaît. Sim, eu queria agradecer imensamente cada pessoa que está aqui. Je voudrais remercier chacune des personnes qui sont présentes ici, les participants, les intervenants, donc chacune des personnes qui font partie de cette table ronde, les membres de l'Institut, une fois de plus également toutes les personnes qui m'ont enseigné un peu de ce que je sais, ou qui m'ont enseigné ce que je sais, je sais peu de choses. Chacune des personnes donc, qui m'ont enseigné les choses, je les remercie. Je vous remercie également pour l'opportunité d'être ici. Et voilà, c'est ça. Dehors Bolsonaro, et que cette année soit une année d'espoir pour nous tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.